Alors bonjour, donc moi je suis Léa Guiteau, je suis orthophoniste, donc je suis diplômée depuis 2003. J'ai d'abord exercé en libéral et après j'ai travaillé dans différentes structures, donc une structure pour enfants sourds, un SESSD accueillant des enfants ayant un TSA et actuellement je travaille dans un CAMS. À côté, je suis également chargée d'enseignement à la faculté de Lille et je suis aussi formatrice. Bonjour, moi je suis Nathalie Baudin-Joannin, je suis orthophoniste actuellement en libéral à Luing dans le Nord, mais j'ai exercé dans différentes structures médico-sociales et hospitalières, dans des CAMS, des IME, des IEM, des CESAD, et je suis particulièrement formée en troubles alimentaires et au niveau du TSA, aussi bien pour l'évaluation que pour la prise en charge. J'ai été plutôt chargée de cours au CFUO de Nantes et j'accueille des stagiaires régulièrement. J'ai été directrice de mémoire et j'ai également fait des formations auprès de mes collègues en formation continue et aussi dans des structures comme des EHPAD pour le travail autour de la déglutition chez les patients âgés. Bonjour, moi c'est Lola Racine, je suis psychologue spécialisée en analyse appliquée du comportement, donc plus communément appelée ABA. Je travaille principalement dans des structures du médico-social, IME, CAMS, prochainement un établissement d'accueil médicalisé, cette fois-ci plutôt avec des adultes, tous présentant des troubles du neurodéveloppement et plus particulièrement un trouble du spectre de l'autisme. Donc non, heureusement, les enfants ayant un TSA ne présentent pas tous des troubles alimentaires, mais une grande partie d'entre eux va en rencontrer. Au niveau de la prévalence, les troubles alimentaires chez les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme va varier fortement selon les études, en raison des définitions et des critères qui sont retenus. Cependant, ces études, elles montrent toujours un taux qui est plus élevé des difficultés alimentaires chez les enfants TSA que chez les enfants au développement neurotypique. Par exemple, dans l'étude de Bandini qui est réalisée en 2010, il est rapporté que 70% des enfants présentent une alimentation sélective contre 13% dans un groupe contrôle. Les troubles alimentaires apparaissent souvent précocement, dès la première année, notamment lors de la diversification alimentaire. Et ensuite, une amélioration des habitudes alimentaires peut être observée. Mais cette évolution, elle peut être très variable d'un enfant à un autre, notamment selon la sévérité des symptômes, selon les interventions qui sont mises en place pour cet enfant et également selon le soutien familial qui pourra être apporté. Dans la majorité des cas, les difficultés elles vont persister en grandissant et elles seront toujours présentes à l'âge adulte, même si la nature des difficultés et leur intensité peut évoluer. Alors on peut se demander quelles sont les particularités alimentaires chez ces enfants. L'alimentation chez les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme se distingue de celle des enfants neurotypiques, notamment du fait de particularités sensorielles, d'une rigidité cognitive et comportementale qui est plus importante, et parfois d'une difficulté à réguler les signaux de la faim et de la satiété. Les sensibilités sensorielles, elles peuvent générer des intolérances à certaines textures, à certains goûts ou à certaines odeurs. Les enfants vont donc développer des aversions pour certains aliments et les rejeter. Ils préfèrent parfois des aliments au goût très neutre ou au contraire au goût très marqué. Ces enfants vont également développer des schémas alimentaires rigides et répétitifs. Ils sont en recherche de rituels alimentaires et mangent souvent les mêmes aliments, préparés et présentés de la même manière, et à se fixer sur une marque ou bien un emballage ou une présentation qui peut être spécifique. Ils peuvent également refuser de nouveaux aliments ou manifester des troubles du comportement face à des changements qu'on pourrait faire, comme par exemple changer la marque de son yaourt. Ces enfants, ils peuvent aussi éprouver des difficultés à manger dans des lieux différents. Les enfants TSA peuvent également présenter des difficultés oromotrices, ce qui peut affecter leur capacité à mastiquer et à avaler certains aliments, et donc entraîner des préférences pour des textures qui seraient plus molles ou plus lisses. Ces enfants vont donc peu à peu pouvoir devenir très sélectifs dans leur alimentation, acceptant un répertoire qui peut être limité d'aliments. Parfois, il peut y avoir que 5 à 10 aliments seulement différents qui sont consommés par ces enfants. Cette sélection alimentaire peut entraîner des carences et avoir des impacts sur le développement global de l'enfant. Certains enfants peuvent avoir également des difficultés à percevoir la faim ou à réguler la satiété. Par exemple, certains n'éprouvent pas la faim, ils vont manifester un manque d'intérêt pour la nourriture et vont avoir une consommation alimentaire qui va être insuffisante.
Et au contraire, d'autres ne ressentiront pas la satiété et vont manger et boire en quantité excessive. Les difficultés sociales et les difficultés communicationnelles peuvent rendre les repas stressants et entraîner un manque de motivation à partager ces moments avec les autres membres de la famille. On peut également parler d'autres troubles du comportement alimentaire, par exemple le pica, qui est une ingestion de façon persistante de matériaux qui sont non nutritifs et non alimentaires. Il y a également la potomanie, qui est une envie compulsive de boire de grandes quantités de liquide, souvent de l'eau, ou encore le méricisme, qui est une régurgitation répétée des aliments après les repas. Cette régurgitation, elle peut être suivie de remastication ou de réingestion ou bien d'expulsion de ces aliments. Les troubles alimentaires sont donc fréquents, mais pas systématiques chez les enfants TSA. Ils peuvent prendre des formes variables d'un enfant à un autre et d'un moment à un autre et rendre très complexes les temps de repas en famille. Ils nécessitent une prise en charge disciplinaire et spécifique. Faux, c'est une idée reçue, c'est très répandu, mais en réalité, les causes, elles sont bien plus profondes. Le refus alimentaire chez les personnes TSA, ça peut être lié à plusieurs causes et elles sont souvent d'ailleurs combinées. On va retrouver notamment le facteur sensoriel, donc là, ça peut être une hypersensibilité ou une hyposensibilité liée à plusieurs textures, goûts, odeurs ou températures. Un enfant peut refuser les aliments mous parce que ça lui donne une sensation un peu désagréable en bouche, par exemple. On va avoir tout ce qui est facteurs moteurs et oromoteurs. Donc là, on va avoir les troubles de la mastication, de la déglutition, la faible tonicité musculaire. Certains individus ont du mal à mâcher des aliments durs ou à gérer leur salive et ça va rendre le repas un petit peu inconfortable, voire stressant. On va avoir tout ce qui est facteurs liés à la rigidité cognitive et à l'anxiété. Donc des enfants qui ont besoin de routines alimentaires strictes, par exemple toujours le même aliment ou la même marque, ou qui vont préférer manger d'une certaine couleur. Et une personne TSA peut refuser une pomme coupée différemment parce que justement elle ne correspond pas à ce qu'elle attendait. On va avoir tout ce qui est facteurs comportementaux. Parfois, le refus alimentaire, ce n'est pas uniquement lié aux aspects sensoriels, moteurs, à l'anxiété. Ça peut être aussi renforcé par une fonction comportementale. On va retrouver, par exemple, l'évitement. Donc, la personne peut refuser des aliments pour éviter une situation qu'il perçoit comme difficile ou inconfortable. Le refus est alors une stratégie pour éviter une situation qu'il anticipe comme négative. On peut également avoir la recherche d'attention. Donc ici, la personne peut apprendre que refuser un aliment attire l'attention des adultes et il peut donc continuer ce comportement pour obtenir justement cette interaction. On va avoir également tout ce qui est accès à un objet ou une activité intangible. Donc là, la personne, elle peut refuser un aliment parce qu'en fait, la personne a appris que cela lui permettait d'obtenir autre chose. Et pour finir, on va voir tout ce qui est autostimulation sensorielle. Certains aliments procurent une sensation agréable et du coup, vont être préférés pour cette raison. Donc le refus alimentaire chez les personnes TSA ne se limite pas à une seule cause. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent s'entremêler et renforcer le comportement, d'où l'importance d'une approche adaptée. Le refus alimentaire chez un individu TSA n'est donc pas un caprice, mais un comportement souvent lié à des difficultés sensorielles, motrices et ou comportementales. Faux. Alors déjà, c'est important de dire que toute approche doit être individualisée et il peut donc effectivement exister plusieurs stratégies selon le profil de la personne. On va retrouver notamment l'approche comportementale, donc ça peut être le renforcement positif, donc féliciter ou encourager des petits progrès. On peut retrouver des stratégies comme le façonnement, donc là ça va être introduire progressivement un aliment. Par exemple, on peut d'abord tolérer la présence d'un aliment à table, puis le toucher, le sentir, le goûter. Donc on va vraiment façonner un nouveau comportement. On va avoir tout ce qui est chaînage alimentaire. Donc là, c'est une technique qui va permettre d'introduire en fait un aliment en apprenant une séquence d'actions étape par étape en partant d'un comportement déjà maîtrisé. Par exemple, un enfant qui accepte de manger du pain mais refuse de manger des sandwichs pour diverses raisons et donc ça pose des soucis à l'école, sur les sorties scolaires, etc. On peut par exemple lui proposer d'abord de manger
une tranche de pain avec rien dessus, et puis petit à petit, étape par étape, l'amener à avoir un pain plus garni et puis finir par refermer. On va avoir également tout ce qui est stratégie environnementale et sensorielle. Donc là, par exemple, il faut pouvoir adapter la texture en fonction des besoins sensoriels et moteurs. Donc, par exemple, un aliment croquant si la personne elle aime que ce soit plus crunchy, donc par exemple des légumes crus, ou de la purée si au contraire il y a plutôt des difficultés à la mastication. Et puis, on va créer un cadre rassurant avec des routines prévisibles et un environnement calme. On va jouer avec la nourriture, par exemple, pour réduire l'anxiété. Donc, on peut proposer d'explorer les textures avec les mains avant de goûter. Dans tous les cas, il ne faut pas forcer, il faut pouvoir accompagner avec une approche adaptée, de la patience et des stratégies personnalisées. Il est possible d'élargir l'alimentation d'une personne TSA. Alors oui, c'est vrai. Donc l'environnement du repas, c'est vraiment un critère important à prendre en compte dans la thérapie des enfants ayant un TSA. Alors on se demande bien pourquoi c'est si important d'adapter le cadre des repas. En fait, nous savons que les particularités alimentaires des enfants TSA ne se limitent pas seulement aux préférences gustatives ou aux sensibilités orales. En effet, l'environnement et l'organisation des repas jouent également un rôle vraiment important dans l'appréciation de leur expérience alimentaire. Donc, ainsi, il convient de mettre en place un espace qui va minimiser la surcharge sensorielle et qui va instaurer une routine qui sera stable et apaisante pour l'enfant. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est que du coup les repas, est-ce que l'enfant va les prendre seul ou est-ce qu'on va les prendre ensemble en famille? Donc on sait que les repas en famille vont favoriser la modélisation sociale et les interactions, mais également ces repas en famille peuvent être une source de surcharge sensorielle. Il peut y avoir beaucoup de bruit, beaucoup de mouvements, beaucoup d'odeurs. Donc si l'enfant montre des difficultés pour prendre ses repas en famille, il est tout à fait envisageable de le laisser prendre son repas seul, ce qui ainsi réduira le stress et lui permettra de se concentrer plus facilement vraiment sur l'acte de manger. Une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce repas, on le prend à table ou dans un autre cadre, ça veut dire ça peut être sur un tapis, sur une petite table basse. Donc on sait que manger à table va limiter les distractions et encourage une posture qui sera plus adéquate, tandis qu'un cadre moins conventionnel, lui, va diminuer la pression et favoriser des comportements plus adaptés. Donc là, on peut voir que finalement, les deux possibilités sont envisageables. Ça va être aux parents et aux thérapeutes qui vont choisir donc la possibilité la plus ajustée au profil de l'enfant. Alors, de plus, lors de ces repas, nous savons que la posture a un rôle essentiel. Une bonne posture donc, va réduire l'inconfort physique, va aider l'enfant à se concentrer plus facilement sur le repas et également ça va le stabiliser et limiter tous ces mouvements qui seront involontaires. Dès lors, utiliser une chaise qui sera adaptée au gabarit de l'enfant avec un bon soutien au niveau du dos et des pieds va lui permettre de se poser plus facilement, d'être plus concentré et d'adapter du coup une bonne posture. On peut également envisager, si besoin, d'utiliser un coussin d'assise pour améliorer tout ce qui sera de l'ordre de la proprioception. Alors, nous serons également vigilants à d'autres points lors du repas, comme par exemple la luminosité et tout ce qui concerne l'ambiance sonore. Donc, parfois, il peut être nécessaire d'aménager l'environnement sensoriel et pour cela, on pourra trouver des choses en apaisant et en ajustant l'éclairage, en maîtrisant donc l'intensité. On pourra utiliser par exemple des ampoules colorées ou des ampoules à faible intensité. On se fixera également sur tout ce qui est réduction du bruit en étant vigilant à ce que d'éteindre la télé, à éviter les conversations trop fortes autour de l'enfant. Il est également possible d'ajouter, si cela est nécessaire, une musique douce ou qui sera composée de bruits blancs. Alors, lors des repas, le choix du matériel et donc ainsi la présentation des aliments aura également son importance.
Les personnes ayant un TSA ont souvent besoin d'une présentation structurée. Cela va les aider à réduire l'anxiété qui est liée du coup au désordre visuel et ça va permettre d'améliorer l'acceptation des aliments et aussi de réguler les comportements. Donc là, on pourra utiliser un set de tables pour délimiter l'espace du repas. On pourra également préférer une vaisselle avec des séparateurs, donc les assiettes compartimentées. Et on pourra aussi présenter à l'enfant des portions qui seront bien claires, définies, et si cela est possible, opter pour au départ des couleurs plus neutres. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'installer une routine alimentaire, parce qu'en effet, la routine alimentaire va amener une stabilité et une prévisibilité qui vont également apporter une sécurité, qui vont réduire l'anxiété. Donc, il sera vraiment important d'établir des routines stables en termes d'horaire, de menu et d'installation. Et grâce à ces routines, nous pourrons progressivement introduire des variations, comme par exemple des nouveaux aliments. Mais pour autant, n'oublions pas d'être flexibles, parce que c'est par la flexibilité que nous allons rendre les repas plus agréables et plus accessibles en adaptant l'environnement aux besoins de la personne ayant un TSA. Donc, par exemple, on va pouvoir permettre à la personne, si cela est évidemment possible, de choisir son endroit préféré pour manger. On va pouvoir aussi proposer certaines alternatives. Si par exemple la personne ne peut pas rester longtemps assise ou si le repas pour cette personne est beaucoup trop long, on peut proposer de prendre le repas en plusieurs petites étapes. Donc ainsi, comme nous venons de le voir, donc l'environnement du repas est vraiment un critère important qu'il ne faudra pas négliger lors de la mise en place du travail autour de l'alimentation avec les personnes ayant un TSA.